Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de sujets de la vie. J'aimerais bien faire toute une playlist avec plein de sujets sur, par exemple, celle d'aujourd'hui, l'identité, la mort, la vie, l'amour. Tout ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est expérimental. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est mon avis d'aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui vis-à-vis de ce sujet, donc notamment l'identité. Mais c'est certainement pas, je pense, mon avis définitif. Et il est sûrement voué à évoluer, à changer. Et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce qu'on va pouvoir en parler ensemble. On va pouvoir échanger des intuitions de chacun. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça va être une playlist de vidéos un peu sur des grands sujets comme ça qui me fascinent. Je vais appeler cette playlist aire de réflexion, un peu comme aire de repos, mais en fait c'est une aire de réflexion, parce qu'on s'arrête pour réfléchir ensemble. Donc voilà, ça me fait des dents blanches, hein. C'est la lumière. Parce que ça y est, j'ai glow up, j'ai un micro, j'ai une lumière, vous avez vu. C'est la première fois que j'utilise. Je le trouve super. J'espère que ça va pas trop vous casser les oreilles. Donc, ah ouais, j'ai aussi mis une lumière ici. Ça fait une petite ambiance. Vous me direz si vous trouvez qu'il y a une évolution, mais évidemment qu'il y en a une, mais j'ai un peu set-up mon matériel. L'aventure YouTube continue. Voilà, voilà. Alors, on va commencer le sujet. Dans la dernière vidéo sur le bingo, j'ai expliqué que je m'étais toujours pas présentée sur YouTube. J'ai toujours pas dit qui j'étais. Et que justement, je l'avais pas fait parce que j'ai un petit souci avec les présentations classiques. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, j'ai l'impression que conventionnellement, on attend de moi, ou on attend des gens qui se présentent, qu'on puisse dire son nom, son prénom, son âge, sa profession, et que ça forme comme une case dans laquelle on définit, on arrive à mettre les gens dans des cases, à savoir un peu qui ils sont, comment on va se comporter avec eux, avec ces informations-là. Mais j'avais pas envie d'être réduite à ces 4 informations. Je trouve que ça fait peu pour réduire, pour définir une identité. Mais c'est vrai que dans le quotidien, je pense qu'on a quand même besoin de que ça aille vite. On peut pas prendre le temps de dévoiler son âme à chaque personne qu'on rencontre. On n'a pas le temps de faire ça. Il faut que qu'on puisse s'identifier. Il faut qu'on avance dans la société. Il faut que et puis aussi il y a beaucoup de situations, notamment les situations professionnelles où connaître l'âme de l'autre, c'est complètement secondaire. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de savoir quel est ton poste, qu'est-ce que tu fais là, quelles informations on a besoin d'échanger. Il faut que ce soit assez réactif. Pareil pour aller faire ses courses, pour tous les gestes du quotidien. J'adorais vivre dans un monde où on prend le temps de découvrir ce qui fait l'essence de l'autre à chaque fois. Mais si on veut être un peu réaliste, on n'a pas le temps de faire ça. Donc il faut que visuellement, rapidement, je puisse savoir à qui j'ai affaire et comment je vais me comporter pour qu'on puisse chacun faire sa journée, quoi. Mais si on prend le temps, comme ce qu'on va faire aujourd'hui, de creuser, de gratter, de savoir comment on peut se définir, qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, tout ce que je vais dire là, c'est pas des vérités absolues, pas du tout, c'est des intuitions, c'est des échanges, c'est mon avis qui est amené à évoluer. Et donc, on va commencer par la première chose, le prénom. Quand on y réfléchit, on le choisit pas. À un moment donné, je me suis demandé si le prénom faisait la personne. Parce que j'avais vu des vidéos YouTube et des études qui disaient que certaines personnes arrivent à deviner le prénom de quelqu'un. Ça amène à la question, est-ce qu'on est son prénom? Est-ce que, au final, je reçois un prénom et du coup, je vais finir par incarner ce qu'il représente dans notre société? Et la réponse est un peu plus complexe. Ma réponse d'aujourd'hui, je rappelle, un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a comme une image collective qui se fait, des stéréotypes, des clichés qui se font
quand on a un prénom, et c'est pour ça que souvent ça peut correspondre. Mais ça suffit pas, c'est pas, on n'est pas complètement son prénom, évidemment. Par contre, il est chargé des attentes de nos parents, de, de la société dans laquelle on est, de la mode. Il y a des modes de prénoms, ça donne des indices sur l'époque dans laquelle on est, sur la classe sociale. Et puis, j'ai pu lire quelque part que ça peut aussi influencer le degré de sympathie qu'on va recevoir en fonction de l'originalité du prénom. Il y a certains prénoms qui sont trop originaux qui peuvent l'inverse de facilité, qui peut mettre en difficulté l'échange. Il y a des prénoms considérés un peu sympathiques qui faciliteraient les échanges, les primes abords, les préjugés qu'on peut avoir sur quelqu'un. Donc en soi, ça influence. Ça fait pas tout, évidemment. On n'est pas que son prénom, mais ça y fait. Et puis, du coup, en réfléchissant comme ça, je me suis imaginé un monde. Imaginez vous aussi, hein, on fait l'exercice ensemble. Il est très difficile à faire parce qu'on est trop conditionné pour le faire sincèrement, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ça changerait si à un certain âge, un âge de raison, un âge où on se connaît un peu, où on a une image de ce qu'on reflète, on choisissait notre prénom nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on vivrait les premières années, une dizaine d'années, vingtaine d'années, avec le prénom de nos parents, que les parents nous ont donné. Et ensuite, on irait à la mairie déclarer son nom, choisi, son nom d'identité, comment on voudrait. Je pense que ça changerait pas mal de choses sur la création de l'identité, parce qu'on prendrait vraiment le temps de réfléchir à son prénom, celui qu'on gardera pour le reste de ses jours, à ce que ça signifie. Et je pense que ce serait peut-être plus facile de se détacher des attentes qu'on reçoit de notre milieu familial et de notre classe sociale, de l'endroit où on est. Donc je me suis posé cette question. J'ai pas de prénom déjà. Enfin, j'ai pas cherché de prénom à présenter à la même mairie virtuelle, mais mais parce que c'est trop dur en fait, il faudrait que je puisse imaginer les 10 ou 20 années où je peux à chaque moment me poser la question et chaque fois que je vois quelqu'un avec un autre prénom, me demander si ça me correspond pas. Je pense que c'est un long processus. Peut-être qu'il y en a qui trolleraient et on aurait des prénoms qu'il faudrait presque interdire parce que peut-être qu'arrivé 20 ans, on aurait envie de donner un prénom complètement original et qui n'existe vraiment pas. Ou alors quelque chose de classique, je sais pas. Je pense que c'est fou parce que c'est une toute petite variante et pourtant ça pourrait certainement changer pas mal de choses. Maintenant, si on me pose simplement la question, qui je suis? Et il faut que j'essaye donc de me décrire au-delà des critères de base. Je me suis posé la question et je ressens au fond que j'ai envie de parler du fait que je sois une femme. Je sens au fond que le fait d'être une femme influence beaucoup la façon dont je me perçois, la façon dont les autres me perçoivent, la façon dont je fonctionne aussi, ne serait-ce que par mes hormones, par mes cycles menstruels. Ça influence beaucoup mon énergie, mes envies. Je me demande même si, du coup, mes envies de vie, donc mon envie d'être en couple, mon envie de devenir une mère, tout ça c'est influencé très certainement par des conditionnements de société, mais aussi par biologiquement le fait que je sois un humain de sexe féminin. Donc je prends cette caractéristique et je trouve elle fait partie entière de qui je suis, comment je me sens, comment je me déplace, comment je me positionne vis-à-vis des autres. Donc il y a une partie biologique. C'est ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il y a une partie biologique, que mon identité est complètement façonnée par cette biologie, cette science, ce côté femme, être humain.
c'est pas très clair ce que j'ai dit. Donc il y a d'un côté la biologie et d'un côté autre chose. Autre chose, quelque chose que j'ai envie d'appeler l'âme. Autre chose que la biologie. Je sens que quand je vais chercher au fond de moi pour savoir qui je suis, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie de partager au monde, comment j'ai envie qu'on me perçoive, bah, j'ai envie de parler de mon âme, de mes désirs de création, de mon désir de partage, de cette énergie qui a envie de vibrer, d'échanger, de se connecter aux autres. Et ça fait partie de qui je suis, mais j'ai envie de le dissocier de la biologie. C'est là où on arrive vraiment à des théories très personnelles. C'est que je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Je vous donne mon intuition, comment je me sens, comment j'ai envie de me décrire, comment j'ai envie qu'on me perçoive. Les seules preuves, études que je peux retrouver, c'est par exemple en ce moment je lis le livre Sapiens. C'est un livre qui retrace un peu l'histoire de l'humanité. Et quand on va au tout début, donc les premiers hommes, et qu'on remonterait à la création de la conscience de soi, ça s'est apparemment développé avec le langage, donc avec des temps assez calmes autour du feu, où petit à petit on est sorti de cette survie intensive et qu'on avait plus de temps pour échanger, et que au début les sons que les premiers êtres humains prononcer, c'était pour désigner des choses. Ils ont commencé par parler de ce qui était là, puis parler de ce qui pourrait être là. Et petit à petit, on a commencé à avoir assez de temps et assez de nuances dans le langage pour parler de soi, mais également de ce qu'on projette de soi, du futur, du passé, et puis avoir la capacité intellectuelle de se mettre à la place des choses. Donc on pouvait parler de soi, mais pourrait parler de ce qu'on ressentirait si on était une pierre, on peut aussi parler de ce que ressentirait une pierre, de ce que ça ferait si on était la pierre, et on a complexifié tout ça. Et donc ça a créé toute une conscience, les premiers jeux, le jeu. Ça me fait me dire qu'on n'a pas toujours eu besoin d'une quête identitaire. Parce qu'actuellement, le grand défi de la vie, c'est... de notre société actuelle, j'ai l'impression, c'est de savoir qui on est, de se décrire, de se sentir soi-même, d'être aligné. C'est le grand défi de notre société. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a autant de développement personnel, de coach, de formation, de psychanalyse... de livres qui parlent de se retrouver, de se trouver, d'être soi. Et en lisant ce livre et en discutant, je me suis rendu compte que du coup, l'identité, c'est pas quelque chose qui a été aussi important à toutes les époques. Et c'est ce qui me fait me dire que la quête identitaire, que l'identité, la recherche d'identité, c'est pas un but universel, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'homme humain. Je pense, j'ai l'intuition, encore une fois, je vous partage vraiment mes intuitions, mes avis. Je pense que selon les époques, la recherche de soi n'a pas toujours été aussi importante et qu'on vit une époque actuellement où elle prend une place centrale, mais que ça n'a pas toujours été le cas et que même aujourd'hui, je pense que selon les pays, selon la classe sociale, selon le temps qu'on a et l'énergie qu'on doit mettre dans sa survie, on n'a pas tous le temps et l'énergie mentale de se demander qui on est et de mettre autant d'énergie. Et je trouve que c'est un luxe presque d'avoir le temps de se poser autant de questions. Et ça, des fois, ce luxe se transforme en poison parce que j'ai la sensation qu'on pourrait passer toute une vie à réfléchir à qui on est sans être. Et c'est là où je sens comme un piège. Et je me dis que c'est beau et c'est vraiment quelque chose de précieux d'avoir le temps et les capacités de se questionner à ce sujet. En même temps, il faudrait pas en faire le but d'une vie. Il faudrait pas qu'on soit en perpétuelle recherche de qui on est. Encore une fois, c'est des intuitions que j'ai aujourd'hui, à l'instant T,
peut-être que demain mon avis va changer, je vais apprendre de nouvelles choses et là j'essaie de vous parler, de partager avec vous un moment de réflexion. Je pense que moi la première, j'aurais pu, et je peux, si ça se trouve je suis en plein dedans, tomber dans ce piège de faire du but de ma vie la recherche de qui je suis. Et j'espère que ça sera pas le cas. J'espère que malgré que quotidiennement on réajuste un peu ses actions pour se sentir en paix, que je ne fasse pas de la recherche de moi-même une quête infinie qui nourrirait tout le reste et qui m'empêcherait de me concentrer sur autre chose. Je vais passer à la prochaine partie. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin et, de dire que même cette description que je fais de moi-même, c'est qu'une histoire que je me raconte. Et je me suis rendu compte que l'identité, c'est un mouvement. C'est-à-dire que je ne suis pas la même personne tous les jours, au même moment, selon les contextes, selon où je suis, si je suis en famille, si je suis au travail, si je suis fatiguée, si je suis épanouie, si je suis malade, je ne serai pas la même personne. Et donc, essayer de se définir de manière figée, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on va vite se retrouver en dissonance en ne se sentant plus soi-même et en créant donc une fissure entre ce qu'on pense savoir de soi et ce qu'on est réellement parce qu'on n'accepterait pas l'idée que l'identité est en mouvement. Et c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai la sensation, avec mes observations, pareil, ce que je lis, ce que je découvre, ce que j'apprends, que l'identité c'est un mouvement. J'avais vu une vidéo qui expliquait que même en fonction de ce qu'on mangeait, ce qu'on avait mangé, on ne réagirait pas pareil. Selon si on a eu des oméga 3, selon si on a mangé des graisses saturées, on pourrait, face à la même situation, ne pas réagir de la même manière. Pareil pour la météo. Je suis quelqu'un qui a envie de me définir comme quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'hésiterait pas à aller aider autrui, quelqu'un qui serait toujours prête à donner du temps aux autres. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et pourtant, je me rends compte que cette envie peut être bousculée par des paramètres extérieurs auxquels je ne m'attendais pas. Et en me renseignant sur ça, j'ai appris qu'il y avait une expérience qui avait été menée dans une université où on avait observé le comportement d'étudiants qui traversaient une cour d'un bâtiment à un autre. Et selon s'il pleuvait ou pas, ils avaient remarqué que les étudiants étaient moins à même d'aller aider la personne s'il y avait de la pluie, s'il faisait froid. Et cette information, au début, elle m'a presque énervée. Je me suis dit, mais non, moi, je suis pas comme eux. Moi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gèle, si quelqu'un a besoin, et si j'observe que quelqu'un a besoin, j'irai. Mais en fait, c'est là où il faut savoir être humble et, et apprendre des autres, c'est que ben pas forcément, pas forcément. Peut-être que j'aurais été justement de ceux qui longent le mur, qui évitent la pluie, qui pensent à ce qu'il y a à faire après, qui est plus pressé que d'habitude parce qu'il pleut, parce que plein de choses dans la tête. Et c'est en acceptant même que je puisse réagir comme ça par des paramètres extérieurs que je serais à même de les contrer. Donc c'est là où je me suis dit, ok, ça a pris du temps hein, pour en arriver là, mais je me suis dit, ok, j'accepte, mon courage, ma volonté d'aider est influencée par des paramètres que je ne soupçonnais même pas, je prends note de cette information et je vais m'en servir pour justement être le moins influencé par ces paramètres extérieurs. Parenthèse fermée sur moi et le courage, ce que je voulais dire c'est que on s'en doute pas, mais la météo, la nourriture, la santé, ce qui nous a préoccupé la veille, ce qui nous préoccupera demain, notre état de stress, le sommeil qu'on a eu, ça influence nos actions et nos actions sont quand même le reflet de notre être. Et donc, ben même ce qu'on pense maîtriser de ce qu'on est, c'est influencé par tout un tas de paramètres et, et c'est en l'acceptant qu'on fait la paix avec ça, je pense, en acceptant que l'identité, c'est pas quelque chose qui s'arrête un beau jour, on dit je suis comme ça.
D'autant plus que j'ai eu une réflexion avec mon frère récemment, où on se rendait compte qu'on n'avait pas tous la même façon de penser. Certaines personnes pensent avec des mots, certaines personnes pensent avec des sons, certaines personnes pensent avec des images, certaines c'est un mix des deux, des trois, certaines n'ont que des concepts, c'est très difficile à expliquer parce que personnellement je suis quelqu'un qui pense avec des mots et des images, donc j'ai du mal à comprendre le mécanisme de pensée de quelqu'un qui n'aurait que des concepts qui viendraient sans phrases, sans verbaliser les pensées. Et donc si on se met dans le cas que je connais, donc c'est-à-dire de la pensée par la verbalisation des mots. Donc là, si je ferme les yeux ou si je regarde dans le vague et dans le vide, si je regarde dans le vide et que je réfléchis, j'ai une petite voix qui raconte. Et donc quand je me situe par rapport au monde, j'ai ma petite voix qui me raconte ce qui se passe, comment je me sens, comment je vois qu'on me voit. Et cette petite voix, on s'est rendu compte que mine de rien, elle était toujours en retard, parce qu'elle raconte ce qui s'est déjà passé. Et en plus de ça, cette voix, ce qu'elle cherche à faire, c'est trouver de l'équilibre, du sens, de la logique. Elle cherche à ce que tous les événements, tous les souvenirs qu'on traverse aient un sens, et qu'on puisse relier tout ça par une histoire. Et donc, tout ce qu'on expérimente, tous les souvenirs qu'on accumule, toutes les choses qu'on fait, sont rendus logiques et compréhensibles par notre cerveau par cette petite voix qui relie le tout. Mais cette petite voix, ce n'est pas la vérité, c'est mes constructions, c'est ce que je pense du monde, c'est ce que je reflète du monde, c'est mes peurs, c'est mes doutes, c'est mes joies, c'est mes projections, mes envies. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Donc si on essaye d'aller un peu plus loin dans la pensée, finalement, même l'histoire de ma vie, que je me raconte, c'est un enchaînement qui est fait par ma voix mentale et qui n'est même pas factuellement ce qui se passe au quotidien, ce qui se passe factuellement, réellement. Et ce qui est fascinant, c'est que selon son mindset, selon son état d'esprit, cette voix, elle peut me raconter tout ce que je veux. Et d'ailleurs, la plupart du temps, j'essaye de faire en sorte que cette voix me renforce plutôt que m'affaiblisse, dans le sens où si j'ai un doute sur l'interprétation qu'il y a à faire d'une situation, au lieu de me dire là franchement t'as été nul, comment tu peux faire ça, c'est pas possible, t'en seras jamais capable, ne réessaie pas. J'ai appris qu'il fallait pas faire ça et donc au contraire, même si une situation serait propice à penser ça, je vais me dire tu peux déjà être fier de toi, d'avoir essayé, d'avoir fait ci, on va réessayer, c'est pas si mal, non mais souviens-toi que tu ne sais pas, que c'est la première fois que tu fais ça, ou c'est pas forcément ce qu'elle a voulu dire de toi. Que des petites phrases qui vont complètement changer l'histoire que je me raconte de ma journée et petit à petit donc de ma vie et donc de qui je suis. Et tout ça, bah, je peux le modifier en fonction de comment j'ai envie que ma voix me parle, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie d'évoluer. Donc je trouve ça fou que même l'identité soit reliée à cette voix, cette façon de penser, cette construction, le cerveau. Voilà pour cette partie sur l'identité en mouvement. Je vais passer à une autre partie. Maintenant, on va parler de soi et les autres. Et les autres. Et oui, parce que comme là je viens de parler de soi et la façon de penser, mais maintenant il y a aussi soi et les autres. Parce que je pense que si on fait l'exercice d'imaginer qu'on est seul sur Terre, seul sur une île déserte, c'est le plus facile à imaginer, on est sur une île déserte, on est seul, je pense pas du tout que mes réflexions, mes pensées, mes façons d'agir seraient les mêmes. Parce que beaucoup de choses sont influencées par ce que je pense que les autres vont penser de moi, ce que les autres pensent de moi, ce que les autres me disent qu'ils savent ou pensent savoir de moi. Et donc c'est énormément d'informations supplémentaires qui font l'identité. On est le reflet des autres, les reflets des attentes familiales, les reflets de sa classe sociale, les reflets de son époque, qu'on pourrait
Si on avait la capacité de me faire naître à une autre époque ou dans un autre pays, si on avait la capacité vraiment de me faire naître moi, ben j'aurais été, je pense, quelqu'un de complètement différente en fonction des influences que j'aurais reçues, en fonction des valeurs qu'on m'aurait transmises, en fonction des attentes que j'aurais cherché à accomplir, à satisfaire. J'aurais pas du tout été la même, donc c'est bien d'en avoir conscience, que les autres nous influencent, parce qu'encore une fois, ça nous permet quand il y a certaines choses qui ne nous rendent pas heureux, de les modifier. Et c'est pour ça, je pense que ça fait parfois du bien de changer de travail ou de changer de ville, parce que c'est un moment où on se donne le droit de se réinventer. Parce que justement, on efface la moitié. Je dis moitié, c'est complètement arbitraire. Je sais pas combien représentent les autres dans la sensation d'être soi. On enlève une bonne partie de la perception de soi quand on change complètement les gens qu'on va fréquenter dans une journée. Et, et je trouve ça donc important de le savoir parce que c'est peut-être ce qui explique parfois ce sentiment de liberté quand on change de milieu ou parfois ce sentiment de se perdre, de plus savoir qui on est quand on change d'environnement. Et encore une fois, d'en avoir conscience, ça permet de pouvoir se réinventer sans attendre forcément de raser complètement les, les gens que l'on fréquente, l'environnement, la vie qu'on a construite. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on peut le modifier. C'est pas quelque chose de figé, on a le droit de le modifier. J'ai la sensation quand même que ça donne plus de liberté d'en avoir conscience. D'autant plus que j'ai appris une information de ma prof théâtre qui me disait, qui m'expliquait que le cerveau est un peu fainéant. Le cerveau aime bien savoir, le cerveau n'aime pas le doute. Et donc, ce qu'elle me disait, c'est qu'en général, quand on observe un comportement plus de 2 fois chez quelqu'un, on a tendance à le définir par ce comportement. Je vais donner un exemple. Si je rencontre une fille de mon âge, 2 fois, j'essaye de lui parler de moi, j'essaye de rentrer en contact avec elle. Les 2 fois, je sens qu'elle me repousse, qu'elle refuse l'interaction. Je vais la mettre peut-être dans la catégorie des gens froids ou des gens qui n'aiment pas échanger ou des gens qui ne m'aiment pas peut-être. Alors que je n'aurais observé dans toute sa vie ce comportement que 2 fois. Et pourtant, ça suffirait à mon cerveau à mettre le raccourci cette personne n'est pas avenante ou cette personne n'a pas d'atome crochu avec moi et je vais peut-être jamais revenir sur cette opinion. Alors que c'est juste une facilité de perception de l'autre, c'est une facilité de donner du sens à ce qui m'entoure. Mais finalement, je piège cette personne dans ce rôle que je viens de lui attribuer. Je piège notre relation, je nous empêche de faire connaissance, je m'empêche de lui donner peut-être du crédit sur ce qu'elle dirait à l'avenir, parce que je me dirais oui, ok, elle dit ça, mais moi je sais que cette personne, c'est quelqu'un qui ne prend pas le temps, ou c'est quelqu'un avec qui de toute façon je ne m'entends pas. Et bien finalement tout ça c'est que des raccourcis pour se donner du sens, pour avoir plus de stabilité, se sentir en sécurité, et parce que notre cerveau n'aime pas gaspiller son énergie en suranalyse et donc il aime bien ce qu'il sait, il aime bien savoir et donc il faut en avoir conscience de cette façon de faire, de cette façon de classer les gens dans des cases, des gens dans un certain type de schéma. Et donc, ce comportement qu'on a envers les autres, on peut l'avoir également envers nous-mêmes. Et c'est bien de parfois prendre le temps de se demander si on est vraiment ce comportement ou si les autres sont vraiment le comportement qu'on a observé chez eux. Ça laisserait plus de chance si, malgré le fait qu'on ait besoin de se faire un premier avis pour un peu savoir tous où on se situe, comment on est, et comme je disais en début de vidéo, que les choses avancent dans une interaction, on peut pas complètement partir sur une page blanche et prendre le temps d'écouter tout ce que la personne a à dire sur elle-même, parce que de une, comme ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que même si je prenais le temps d'écouter le temps qu'il faut quelqu'un me décrire ce qu'il est, demain ça aura changé pendant qu'il est en train de me raconter, pendant que la personne est en train de me dire ce qu'elle est, elle est déjà en train de changer, elle est déjà en mouvement, elle est déjà plus ce qu'elle est en train de décrire, parce que tout se fait en décalé,
Alors évidemment, on a besoin d'un peu de stabilité, on a besoin d'un minimum de cohérence pour avancer. On peut pas complètement se réinventer tout le temps. Mais il faut... Enfin, j'aime bien en avoir conscience, j'aime bien cette idée. Là, c'est quelque chose que je décortique et que j'analyse et que j'explique parce que c'est le sujet de la vidéo. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, j'essaie de me poser la question le moins possible. J'essaie d'être spontanée, j'essaie de vivre, j'essaie d'échanger, de vibrer avec les autres. Et je veux m'éloigner justement de toute suranalyse, de tout... je veux juste vivre et être un être humain qui vit en direct. Donc là, c'est vraiment que je prends le temps d'expliquer comment je ressens la chose, comment je vois le concept. J'ai pris le temps d'y réfléchir en amont. J'ai noté un peu toutes mes idées avant et je les mets à place dans une vidéo entière. Mais il faut bien savoir que en temps normal, je me contente et j'essaye au maximum d'être et d'expérimenter l'être pour vivre et pas juste analyser et, comme je disais plutôt, tomber dans le piège de la quête de soi qui devient le but ultime d'une vie alors qu'il y a quand même tout plein d'autres choses à faire dans la vie, en tout cas à notre époque. On a cette chance d'avoir du temps libre, d'avoir des loisirs, de pouvoir créer, de pouvoir échanger, de pouvoir s'inspirer des autres. On a les réseaux sociaux qui nous permettent de savoir ce que des gens qui sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays font, malgré la langue, malgré toutes les barrières culturelles. Et c'est trop de richesse pour passer toute son existence à se demander ce qu'on est. Je crois, j'espère, c'est l'intuition que j'en ai. Après, je passe quand même énormément de temps à me demander qui je suis. Moi, dans mon idéal, ce serait d'être. Après, évidemment. On arrive à la conclusion de cette vidéo sur l'identité. Pour pouvoir échanger, j'ai partagé toute cette réflexion sur l'identité avec ChatGPT. Il en est ressorti une idée que je n'avais pour le moment pas encore développée et j'aimerais la partager avec vous. Donc là, vous savez que c'est une idée amenée par ChatGPT. Vous donnez le crédit que vous voulez à cette idée. Je la trouve intéressante. Donc ça va faire la conclusion de cette vidéo. Je vous la partage. Donc ce qui m'expliquait, c'est que on parle souvent, quasiment toujours, de la recherche de soi, de la recherche du véritable soi, de se sentir soi-même, d'être soi-même. Et ce qu'il me disait, c'est que ça n'existe pas. Il n'y a pas de véritable soi. Il n'y a que des versions de nous qui évoluent avec le temps. Et que c'est énormément de pression finalement d'être à la recherche de soi-même, puisqu'on est à la recherche d'une chimère, parce qu'on n'est jamais vraiment les mêmes, parce qu'on évolue, et que du coup, on prend beaucoup de temps à redonner de la cohérence, à se sentir soi-même et à faire en sorte que ce qu'on voit corresponde avec la version qu'on pense être, mais que finalement, on perdrait peut-être moins de temps, d'énergie et de bonheur à construire un soi qui va vers l'avant. C'est être soi par les actes qu'on pose et accepter que ce qu'on est, c'est pas quelque chose du passé, mais quelque chose qui est perpétuellement dans le futur. Il allait plus loin, il expliquait même que nos anciens nous, que les anciennes versions de moi, que la moi avant de tourner cette vidéo, que la moi d'avant-hier, que la moi avant YouTube, ça pourrait être même des versions de moi qui sont mortes, des versions de moi qui auraient pu devenir autre chose, des versions de moi qui ont vécu, qui ont pensé et puis qui ont pris des chemins différents. Et là, on devient un peu méta. Donc c'est là où ça devient un peu ambigu même pour moi. Donc d'imaginer ces versions de moi qui ne seront jamais. Et moi, j'ai continué dans une certaine direction, par les actes, par les opinions, par les échanges, par les gens que j'ai rencontrés. Donc accepter que ces moi ne seront pas, que je suis celle qui est là actuellement dans le présent, et que finalement ce serait peut-être plus simple que je me contente d'être cohérente dans l'instant présent, dans les envies que j'ai, et dans ce que je fais tout de suite. Et peut-être que ça donnerait donc moins de pression, parce que je chercherai pas à tout le temps
correspondre à une idée de moi qui est déjà dans le passé et qui est sûrement même plus valable, mais à la place, simplement essayer de me sentir cohérente dans le moment présent et dans mes envies et les projets que je vais mener pour le futur. Là, c'était la partie un peu plus abstraite, puisque même là, en l'exprimant, en le verbalisant à haute voix, c'est quand même assez flou. Et moi qui essaye justement de partager que peut-être que c'est bien d'être dans la réflexion, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans l'action, d'être dans le faire, que d'expérimenter, de vraiment vivre plutôt que d'analyser. C'est assez paradoxal. Donc voilà, j'ai fait l'exercice que je voulais faire. C'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande beaucoup de vulnérabilité de parler d'un sujet sans expertise. Que je suis juste comme vous. J'ai pas plus de crédit qu'un autre pour parler de ça. Mais c'est vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup et je trouve ça trop cool de pouvoir en parler en public, de pouvoir partager toutes ces idées. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec certaines choses ou surtout si vous ne l'êtes pas, qu'on puisse en discuter. Je suis contente d'avoir abordé ce sujet. Je suis contente d'avoir fait l'exercice de parler de mes opinions parce que c'est jamais facile de se livrer, de dire ce qu'on pense. C'est se mettre un peu en danger. Mais je suis contente de l'avoir fait. De l'avoir fait. Je vous dis à la prochaine. Je suis vraiment contente de l'avoir tourné. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye. Là, en fait, je reste une vingtaine de secondes. Parce que je commence à savoir comment ça se passe. Là, normalement, il y aurait les trucs pour s'abonner et les trucs pour indiquer la prochaine vidéo. Et ça dure une vingtaine de secondes. Et en général, ma vidéo, elle s'arrête net quand j'ai fini de parler. Et après, je mets un écran noir. Et comme j'ai pas encore pris le temps de faire des outro, des intro, ben je mets moi qui bouge. Vous avez kiffé le micro ou pas? Je sais pas. Moi je sais pas encore parce que je suis la moi du passé qui a pas fait le montage et donc je sais pas comment ça rend. J'espère que c'est pas catastrophique. Je pense que là on a assez de temps. Le truc de s'abonner, je pense que ça fait un moment qu'il est là. Bon allez, ciao.